Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial. Aujourd'hui, B1 Télévision prend rendez-vous avec l'histoire. C'est donc un devoir de mémoire dont il va s'agir ce soir au cours de cette émission. 24 mars 1969, 24 mars 2014, 45 ans déjà depuis que nous a quitté le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Nous allons donc parler de l'homme, parler de sa vie sociale, retracer son parcours politique, beaucoup d'écrits à ce jour à son sujet. Beaucoup de témoignages également. Ce soir, il y aura un témoignage de plus parce que je vais recevoir pour en parler Jean-Félix Tchobo. Il est président général de l'Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie ASOD, un parti qui fait partie de cette immense toile politique de la République démocratique du Congo. Il est donc kassavubiste. Je lui dis bonsoir. Bonsoir Madame Gaye. Soyez le bienvenu sur ce plateau spécial Kasavubu. Vous allez bien? Je vais très bien. Aujourd'hui on parle de Kasavubu, ça vous met à l'aise, vous vous classez dans cette lignée politique. Pourquoi? Oui, parce que bon, c'est le premier président de notre pays et il a été un modèle sur le plan de sa manière de gérer le pays, sur le plan de la moralité, sur le plan de l'intégrité. Et aujourd'hui, 45 ans après sa mort, il était un devoir pour nous de pouvoir parler de lui parce qu'on a parler très peu de lui et voilà aujourd'hui surtout on a dit des choses peut-être le contraire de ce que vous venez d'énoncer ici, donc on va essayer d'étayer un peu le parcours de l'homme tout au long de cette émission. On va peut-être commencer par le début. La date de naissance de Kasavubu, on peut le dire, reste plus ou moins incertaine, hein. On cite plusieurs années comme ça, la plus probable, nous dit-on, est peut-être 1915. Sa naissance et son nom portent également sont liés à des événements assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une date précise. Son autobiographe, Charles-André Gillis, parle de 1913. Les missionnaires des Scouts parlent de 1915. L'une de ses filles également. Et Justine, qui s'appuie sur cette date-là. Marie-Rose parle plutôt de 1917. Mais bon, il faut comprendre un peu l'époque. Les choses n'étaient pas très bien organisées. Et voilà, mais c'est autour de ces dates-là, 1913, 1915, 1917. Le roi Kassa, comme on l'appelait, il faut dire que ce nom Kassa porte une valeur plutôt particulière. Oui, dans le Mayombe, Kassa est une écorce à base du poison. Kassa veut dire épreuve, Kassa veut dire jugement, Kassa veut dire poison. Pourquoi ce nom Kassa donné au premier président de notre pays? Et tout simplement parce qu'il y a un événement qui a entouré en fait un peu sa naissance. Cet événement s'imposait à son père qui s'appelait Mvubu Chiku, qui avait émigré dans le Cabinda et avait appris en fait un peu de portugais. Et il aidait en fait un peu le commerçant ambulant à pratiquer leur commerce et ça fait qu'il s'est enrichi et rentré au pays. Il a été en fait l'objet, son père, des jalousies. On a raconté beaucoup de choses tout autour de lui, surtout lorsque sa servante tombait malade, le village l'a pointé du doigt. Et donc il devait en fait participer à cette épreuve-là, boire le fameux Kassa, ce poison. Et s'il était innocent, ce poison n'allait pas avoir un effet sur lui. Et donc pendant qu'il participait à cette épreuve, sa femme était presque à terme. Et c'était tellement un choc que sa femme a ressenti les effets d'accoucher. Du président. Et donc Mvubu Chiku a réussi à cette épreuve et sa femme a donné naissance à Kasavubu. Et donc voilà pourquoi le papa a voulu donner ce nom-là à ce fils Kassa. Voilà donc l'origine du nom Kassa. Qui va, lorsqu'il sera baptisé le 31 janvier 1925, recevoir le nom de Joseph. D'où Joseph Kassa et Vubu, c'est le nom de son père. Voilà, on va parler un peu de son parcours scolaire, hein, déjà, ses premiers pas. Il a fait le petit séminaire de Mbatakela, il faut le dire, à 50 km de Tchéla, c'est dans la province du Bas-Congo, vous êtes mieux placé. Ouais, c'est à 6 km
km de Tchela à Kizou. Il est d'abord inscrit par son grand frère Nsambou Michel, qui est en fait un peu comme son tuteur, son frère aîné, au catéchuménat à la mission de Kizou en 1925. En 1927, il est carrément logé à Kizou et commence ses études primaires sur place. Il fait la 3e et la 4e, mais il est tellement brillant qu'on décide de l'envoyer au petit séminaire de Mbatakiela, à 50 km de Tchela, où il va faire les humanités latines, de 1929 à 1936. Et il aura, entre autres comme collègue en 1934, Joseph Maloula, qui fut le cardinal, avant que l'on sépare. En fait, l'Église catholique décide de faire une séparation entre la mission apostolique d'en bas et d'en haut. Et donc, en 1936, ils sont, je crois, une trentaine d'élèves à terminer les humanités latines, et il va ressentir en lui la vocation de devenir prêtre. Et donc, il va aller au grand séminaire de Kaboué dans le Kasaï, où il sera sur place de 1936 en 1939. Donc, il va faire les 3 années de théologie, il va passer ses épreuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le retrouve-t-on dans la vie civile? Oui, en Noël 39, alors qu'il se prépare pour aller en vacances, après avoir passé ses dernières épreuves de philosophie, avant d'intégrer les 5 années autres de théologie, on le convoque par le recteur, le père Ketel, qui lui annonce carrément que tout doit s'arrêter là, qu'il devrait plutôt travailler dans la vie civile. Et ça, c'était sur instruction de son évêque de Boma, Van den Hoven, qui en avait décidé ainsi. Je ne vous interromps pas, on lui reconnaît une intelligence assez remarquable, une conduite irréprochable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que les pères catholiques craignaient plutôt en fait un peu son esprit critique. Il s'interrogeait beaucoup. Et comme il suscitait un peu des doutes dans le chef des missionnaires, ils se sont dit on doit l'arrêter là. Déjà à l'époque précoloniale, il montrait un certain. Et donc en Noël 39, sur décision de son évêque de Boma, Van den Hoven, il est obligé de se retrouver dans la vie civile. Et c'est encore la mission de Kangou qui accepte de l'utiliser, cette fois-là comme commis aux Écritures, au niveau de la mission de Kangou, comme un secrétaire. Ouais. Et donc, il décide aussi, comme c'était un monsieur ambitieux, de continuer les études. Et donc, il va vouloir devenir moniteur. Et donc il va apprendre un peu de pédagogie. Il ne gagnait pas grand-chose également comme commis aux Écritures. Oui, il ne gagnait pas grand-chose. Il a réclamé à plusieurs reprises. Il avait 50 francs comme salaire de base et 7,5 comme ration par semaine. Donc il avait à peine 80 francs. Et donc ça ne lui permettait pas de vivre normalement. Il n'avait qu'une seule chaussure, un seul pantalon. Et donc il écrivait régulièrement à son évêque et on lui promettait une augmentation lorsqu'il deviendra moniteur. Et donc il a tout fait pour devenir moniteur. En 1941, il est même titulaire d'une classe. Il est parmi les premiers Africains à être titulaire d'une classe au niveau de Kangou. Mais ces réclamations ne trouvaient toujours pas une solution et donc il décide de s'enfuir de Kangou pour aller à l'Agrifor, à Lukula. C'est une société agricole où le directeur de cette école, M. Tabito, accepte de le prendre parce que dans l'entretemps, au niveau de cette école, au niveau de cette usine, il voulait en fait un peu organiser une école des enfants des ouvriers. Et donc ils se disent mais ça tombe bien, est-ce que tu ne peux pas nous organiser en fait un peu cela? Et donc Kasavubu va essayer d'organiser en fait cette école des enfants, des agents de l'Agrifor. Mais très vite il est en fait poursuivi par les jaloux missionnaires qui apprennent qu'il a trouvé un emploi pour lequel on lui donnait 500 francs. Et donc, on fait de mauvais rapports sur lui. Et donc, très mécontent, il décide de quitter l'Agrifor à Lemba pour
pour aller à Boma, hein, où il va faire un bref passage à l'Otraco, il va en profiter pour participer à un test. Monsieur Pétilleux va lui faire passer un test qui va faire en sorte que le 12 juin 1942, il se retrouve à Léopoldville comme aide comptable au niveau de magasins généraux. Aide comptable et ensuite comptable avec le temps jusqu'en 1957 avant de devenir celle qui est devenue sa femme, parce que là il a eu de quoi vivre décemment. Ça lui a permis d'épouser maman Hortense Massounda avant d'arriver à Kinshasa. Ok, on va poursuivre avec votre témoignage, mais sinon je vais prier les téléspectateurs de suivre ce portrait qui a été dressé par Steve Mbouyi, tout sur la vie sociale, le parcours de l'homme. Joseph Kassavougou en image. On se retrouve tout de suite. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Tubakidi, Otableron, tcha-tcha, Baganyeo, Onipanda, tcha-tcha, Tozumiye, Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Tubakidi, Otableron, tcha-tcha, Baganyeo, Onipanda, tcha-tcha, Tozumiye, Asoreko, Nabako, Bayokani, Motomoko, Nakonaka, Nakartel, Balingani, Nafrokoma, Bolikango, Kasavubu, Elumumba, Nakalondi, Goliatombe, Kamitatu, Oesanja, Mutakanza, Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Tubakidi, Otableron, tcha-tcha, Baganyeo, Onipanda, tcha-tcha, Tozumiye. Voilà, alors on est de retour, on va savoir si vous êtes convaincu ou non par ce qui a été dit. Vous allez nous donner votre avis sur l'homme. Aujourd'hui, l'on dit, vous, entre autres, vous dites que de lui qu'il a été un grand acteur politique. D'où est parti son engagement ? En fait, c'est en 1946. On le découvre par Jean Bolikango. Curieusement, Jean Bolikango qui sera en concurrence avec lui pour le poste de président de la République. En fait, Jean Bolikango était en fait à la tête de plusieurs associations des anciens élèves. Il était le président général de l'ADAPES, mais il y avait la SANEF et l'UNELMAN. Et donc, ils ont créé, Jean Bolikango et Jeanne Kabamba, l'UNISCO, l'Union des intérêts sociaux congolais, pour essayer en fait de combattre la discrimination raciale, améliorer les conditions sociales des Congolais. Il faut dire que ces différentes institutions à l'époque avaient donné un certain pouvoir de parole. Exactement, exactement, exactement. Et donc, Eugène Kabamba, Jean Bolikango surtout, veulent que Kasavubu intervienne. Mais pour intervenir, il fallait être responsable d'une de ces trois
3 associations, à SANEF, UNELMA, l'ADAPES. Il n'avait pas un poste. Et donc c'est Jean Bodikango qui va faire de Kasavubu secrétaire général de l'ADAPES. Et cela va lui permettre de monter sur la tribune de l'UNESCO. Et en 1946 déjà, Kasavubu va parler du droit du premier occupant. Il voulait en fait dire que le sol congolais appartenait sa première intervention politique aux Congolais et qu'on devait nous le rendre en 1946 déjà. Et ça va créer beaucoup de bruit et ses amis même de l'UNESCO vont en fait un peu se désolidariser de lui et Kasavubu va comprendre que les Congolais n'étaient pas encore, prêts. Et il va attendre son temps et cela va arriver le 21 mars 1954 parce qu'il sera élu président général de l'ABACO alors qu'il n'en était même pas membre. Hein, l'ABACO a été créé en 1950 par Edmond Nzenzalandou. Mais pourquoi aujourd'hui les pères Van on dit de lui qu'il est fondateur de l'ABACO alors que... Non, c'est Edmond Nzenzalandou qui avait en fait un peu parrainé par le père jésuite de Kisantu Van Douy, avait en fait un peu fondé cette ABACO, association culturelle, qui avait pour but unifier, conserver et perfectionner la langue kikongo. Mais il y avait beaucoup de petits problèmes entre les Bantandou et les Bandimbu. Et Nzenzalandou se concentrait beaucoup plus sur le journal, le Congo Diangunga. Les cotisations allaient beaucoup plus vers cela au lieu d'organiser la structure. Nzenzalandou sanctionnait ceux qui ne voyaient pas les choses comme le père Van Douy. Et donc ça a commencé à créer des problèmes dans le milieu des Bakongo. Voilà pourquoi ils ont invité Kasavubu à une réunion de la BACO au stade Reina Street, stade 24 novembre. Kasavubu au fond de la salle est surpris d'être désigné comme président de cette structure le 21 mars 1954. Et donc c'est Kasavubu qui va récupérer cette association culturelle et le transformer en mouvement politique. Et donc, vous êtes sûr que vous parlez de la bonne personne? Non, je parle de la bonne personne. Joseph Kasavubu, on dit de lui que c'est un homme mou, aphone, etc. Non, malheureusement, c'est parce que ceux qui ont succédé à Kasavubu, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont que des lumumbistes. Et donc, c'est des bonnes guerres qu'il n'ait pas voulu qu'on parle vraiment de Kasavubu. Parce que ceux qui nous suivent se diront, certainement il parle de quelqu'un. Kasavubu va en fait réorganiser cette structure, créer des comités locaux et ainsi de suite. Et donc en 1956, lorsque Van Douy lance son fameux plan de 30 ans vers l'émancipation des peuples, alors que le 1er juillet, Joseph Iléo, Joseph Malula, Joseph Ngalula soutiennent en fait ce plan des 30 ans à travers le manifeste de la conscience africaine, mais sont peut-être un peu hésitants sur l'existence des partis. Kasavubu, le 23 août 1956, pas très loin du stade de Martyrs, au niveau de la salle de population noire, lance le contre-manifeste de l'ABACO, où il dit clairement que l'ABACO n'est vraiment pas pour ce plan, exige son annulation pure et simple, parce que son application ne ferait que retarder le Congo vers le processus de l'indépendance immédiate. Et donc ce Kasavubu qui est la première personne à lancer cette phrase magique, indépendance immédiate, le 23 août 1956. On dit plutôt que Kanza et lui, notamment, étaient à la suite de Simon Kimbangu, qui déjà avant en avait parlé. Ce ne sont pas les précurseurs. En tout cas, l'histoire nous enseigne que c'est Kasavubu qui a été la première personne à lancer cette phrase magique. Et voilà pourquoi le cardinal Malula, lorsqu'on a enterré Joseph Kasavubu en 1969, lors de son homélie, il va en fait déclarer que Kasavubu était réellement le père de l'indépendance immédiate. Donc on va un peu faire un petit pas en arrière pour parler de son passage, son élection comme bourgmestre de Dindal. Vous en avez parlé vraiment en survolant, comment ça s'est passé et puis des détails là-dessus. Oui, le 8 août 1957, on organise pour la première fois les élections communales. Et il y a 3 villes qui sont ciblées, Léopoldville, Likasi et Lubumbashi.
Vous imaginez un peu, Kasavubu était très populaire à l'époque, surtout que Léopoldville était composé majoritairement des Bakongo. Et donc lorsqu'on organise ces élections, sur les 170 sièges, la Bako réussit à rafler 133 sièges. Et donc sur les 8 bourgmestres, la Bako dont il a pris la présidence. Oui, dont il a pris la présidence. Donc sur les 8 bourgmestres, la Bako en a 7. Et donc Kasavubu est élu bourgmestre de la commune de Dendal, qu'on appelle aujourd'hui la commune on comprend désormais pourquoi. De la commune de Kasavubu. Et lors de son discours d'investiture, le 20 avril 1958, Kasavubu surprend les gens au niveau du rond-point Gambela devant le premier bourgmestre Tordeur. Kasavubu déclare que ce n'est vraiment pas une cérémonie d'investiture, mais que c'était l'avènement de la démocratie. Kasavubu exige que les élections soient généralisées au lieu d'être seulement concentrées au niveau des 3 villes que j'avais citées. Il voulait que ça s'étende sur tout le pays. Oui, et Kasavubu est convoqué par le premier bourgmestre Tordeur. Il est même averti par le gouverneur de province Babillon. Et c'est en 58, hein, le 20 avril 58. Voir un peu comment l'homme était assez fort sur le plan des idées. Alors, au cours de la même année, il faudrait le dire, il a été le grand absent aux assises d'Accra. Les délégués congolais présents ont fait une restitution à leur retour, une restitution qui s'est fait connaître peut-être que le 4 janvier 1959. Mais que s'est-il passé exactement ? En fait, à travers les interventions de Kasavubu, j'ai parlé de 46, j'ai parlé de son discours du 20 avril 58, Kasavubu a commencé à faire peur aux Belges. Et donc, lorsqu'un Kwame Nkrumah organise du 5 au 13 décembre 58 cette conférence panafricaine d'Accra, il est naturellement invité avec Lumumba, avec les Diomi et le reste, mais les colons empêche Kasavubu de faire ce voyage en prétextant un problème de carte de vaccination. Et donc malheureusement, Kasavubu ne va pas prendre part à cette grande conférence. Et lorsque les délégués vont rentrer, Lumumba va organiser son premier grand discours, hein, le 28 décembre, je crois, 58, hein, pas très loin de la maison communale de Kalamou, pour faire en fait cette grande restitution. Il y avait un monde fou ce dimanche-là. Et donc, la Bako devait réagir. Le dimanche qui a suivi, le 4 janvier, la Bako décide d'organiser en fait un peu un meeting pour essayer en fait un peu de faire un peu le contrepoids au discours de restitution. Et malheureusement, Mwanda Vital, le président sectionnaire de Kalamou qui en fait la demande, reçoit en fait un peu la réponse du premier bourgmestre le samedi en fin de journée. Et donc, ils n'ont pas le moyen matériel pour sensibiliser les militants, pour leur dire que cette réunion ne devait plus être tenue. Et donc, à partir de 11 h, il y a du monde. 12 h, mais on parle de rencontres sportives, vous ne faites pas allusion à ça? Non, mais ça, c'est ceux qui veulent en fait un peu tronquer un peu l'histoire. Le 4 janvier, c'est le meeting de la Bako. Le 4 janvier, c'est vrai que les déçus de ce match, les biens, parce qu'ils devaient rencontrer Mikado, ont peut-être renforcé le mouvement. Mais le 4 janvier 59, c'est la Bako. Pour preuve, le prisonnier du 4 janvier 59, ce sont les leaders de la Bako, hein, le président Kasavubu, les Kouyena et autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un dirigeant sportif comme étant prisonnier de ces événements-là. Donc c'était plus politique qu'autre chose. Le 4 janvier 59, qui est cette date qui nous a conduit au 30 juin 60, c'est la Bako. Le 4 janvier 59, c'est Kasavubu. Vous dites que Kasavubu a été empêché d'aller à Accra, on avait peur de lui. Pourquoi peur de lui plus que d'un Lumumba qui était également aussi énergique? En fait, je ne voudrais pas ici parler de Lumumba, que je respecte. Dans ses débuts, Lumumba était modéré. Mais il a subi une transformation lorsqu'il rencontre Kwame Nkrumah à Accra. Lorsqu'il rentre, c'est quelqu'un de nouveau. Et donc avant Accra, c'est Kasavubu qui faisait peur aux Belges.
Alors, à Bruxelles, il y a eu la table ronde du 20 janvier 1960. Ça, c'est des événements d'avant l'indépendance, quelques mois avant. Peut-on connaître son attitude face à ses pairs? Oui, déjà, Kasavubu, lors de cette table ronde, en fait, il était un visionnaire. Déjà, il a réclamé que cette table ronde soit transformée en constituante. Il a aussi réclamé à ce qu'un gouvernement provisoire soit formé. Mais malheureusement, il n'a pas été entendu. Pendant que les autres jubilaient déjà, pour lui, l'indépendance était déjà un acquis. Mais comment on devait faire en fait la passation? Parce que les Belges avaient géré aussi le patrimoine congolais. Il fallait qu'ils rendent compte sur les actifs et le passif. Et donc Kasavubu n'a pas été entendu. Malgré qu'il a essayé de boycotter en fait un peu ses travaux. Il s'est absenté pendant une semaine. C'était pas la lâcheté, la politique. Il est allé à Liège. Non, une façon de faire pression. Parce qu'il a senti qu'il n'était pas très bien compris. Même par certains responsables de la BACO. Non, il était en fait un peu en avance. Mais les événements lui ont donné raison. Parce que tout juste après, lorsqu'il fallait former le gouvernement, que lui avait déjà exigé en aval, lorsqu'il fallait former le gouvernement après les élections de mai 60, il y a eu des problèmes. Parce que Lumumba n'avait pas la majorité absolue. Lumumba, sur les 137 sièges, en avait 33. Kasavubu en avait 12, donc il fallait en avoir au moins 70. Donc il fallait qu'il y ait de coalitions pour arriver à former un gouvernement. Lumumba a été désigné informateur, il n'a pas réussi. Kasavubu par la suite a été désigné formateur. Il réussit à avoir du monde autour de lui et très vite. Lorsqu'il s'absente un peu, il va à Brazzaville voir Youlou. Lumumba essaie de convaincre Boulikango, il lui promet la présidence. Boulikango qui est avec Kasavubu va du côté de Lumumba, et donc cette majorité que Kasavubu avait essayé d'avoir s'est effritée. On prend de nouveau Lumumba, on les désigne formateurs, il forme un gouvernement, mais malheureusement Moïse Tshombe n'est pas très content parce qu'on lui donne des petits ministères. Albert Kanloji n'est pas très content parce qu'on lui donne aussi des petits ministères. Il fallait gérer tout ça. Mais déjà, comment Joseph Kasavubu a-t-il pu devenir le premier président alors que Lumumba était plus populaire à cette époque? Bon, il faut dire que lorsqu'on a finalement désigné Lumumba comme formateur, Kasavubu étant sage, il est allé vers Lumumba pour lui donner quelques conditions. Il a demandé le ministère de l'Intérieur, il a demandé les finances, il a demandé un ministère d'État et puis il a demandé le soutien de Lumumba à la présidence. Ouais. Il a finalement, à part l'Intérieur, il a eu les finances, il a eu le ministère d'État et il a eu le soutien finalement de Lumumba pour devenir président. Parce que, pour rappel, Kasavubu a été élu président au suffrage universel indirect. Parce que cela fait débat ce jour-ci. Il est devenu président à travers les sénateurs et les députés. Ça n'aurait peut-être pas donc été le cas si c'était un suffrage direct, vu qu'il n'était pas très populaire. Bon, ben on n'en sait rien, il faut plutôt peut-être interroger l'histoire. C'est un jeu politique. Un jeu politique. Alors, finalement, on parle de lui comme un bon gestionnaire, vous l'avez dit au début. Est-ce qu'on peut compter cela parmi les caractéristiques qui ont émaillé son parcours politique? Bon, je vais vous donner quelques exemples. En 60, il est invité à New York au siège des Nations Unies. Lorsqu'il rentre et tout, il invite les membres de la délégation. C'est lui qui était le responsable des finances. Il invite aussi les ministres des Finances. Il demande à ce qu'on fasse des comptes. Il y a un reliquat, il demande à ce qu'on le remette au ministre des Finances. En 61, il fait une tournée provinciale. Il va, par exemple, en Bandaka, où il rencontre Ngoulou, qui reçoit toute la délégation.
et hôtels, nourriture et autres, les membres de la délégation le soir vont le voir pour demander des frais d'émission. Et quand ça vous dit, mais non, mais pourquoi vous voulez des frais d'émission? Notre ami Ngolo nous a très bien reçus. Et on restitue les frais dans les comptes de l'État. En 63, il est reçu par l'empereur Haïlé Sélassié. Il fait pareil. La première législature décide d'augmenter ses émoluments parce qu'ils estiment que ce n'était pas très suffisant. On vote, on va le voir, on lui annonce la bonne nouvelle entre guillemets. Mais il se dit, mais où avez-vous trouvé cet argent alors que les fonctionnaires, les enseignants ne sont pas très bien payés? Donc voilà un peu l'homme qui était en fait un peu Kasavubu, un modèle de gestion. On parle de lui également comme un bon père de famille. J'aimerais bien qu'on fasse un commentaire là-dessus. Oui, ça c'est important. Ça c'est important pour un homme d'État. C'est un de grands critères à la moralité. Il n'avait qu'une seule femme, Maman Hortense, et je crois 9 enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui dans le sens d'avoir une deuxième, une troisième femme ou des enfants hors mariage. Donc c'était un... Il y a toujours une vie secrète. Un bon catholique. Peut-être que c'est grâce à son cursus. C'est quelqu'un qui a failli devenir un prêtre, mais on a besoin de cette qualité-là lorsqu'on doit gérer les affaires publiques. On doit être d'abord un modèle, un exemple. Lorsqu'on ne sait pas gérer sa propre petite famille, mais comment avoir la prétention de gérer l'ensemble des Congolais? Mais malheureusement, on dit de lui qu'il a échoué. Après 5 ans, il a été mis à la porte. Alors, en quoi pensez-vous que ces qualités lui ont été favorables? Bon, il a été mis à la porte par un coup d'État. Tout ne marchait plus. Il faut dire que ce poste, cette fonction de président de la République avait perdu beaucoup de son essence, de son prestige, si je peux le dire, même sur le plan international. Non, il faut dire qu'il a en interne été trahi. Il a d'abord été victime du premier coup d'État intervenu le 14 septembre 60. Là, c'était le premier coup d'État de Mobutu, parce que derrière lui il y avait des Occidentaux, il y avait. Et malheureusement, lorsqu'il y a le deuxième couac, lorsque Kasavubu destitue Moïse Tshombe de ses fonctions de Premier ministre, Mobutu trouve l'occasion d'intervenir une seconde fois et faire ce fameux coup d'État du 24 novembre 65. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On parle aujourd'hui de l'implication de Patrice Emery Lumumba, qui était à ses côtés. Est-ce que c'est une réalité? L'implication? Une légende dans son limogeage? Le limogeage de Lumumba. En fait, bon, c'est vrai, Lumumba a été limogé le 5 septembre 60, mais il y a des causes connues. C'est surtout le massacre de Bakwanga, parce que lorsque nous accédons à l'indépendance, quelques jours après, le 11 juillet, nous avons la sécession au niveau du Katanga. Le 9 août, nous avons la sécession au niveau du Sud Kasaï. Parce que lorsque Lumumba forme son gouvernement, il a très mal géré ces deux leaders. Mais donc, Kasavubu n'a pas apprécié l'approche de Lumumba pour essayer de mettre fin à cette sécession. Et donc le massacre de Bakwanga n'a pas plu à Kasavubu. Le 27 août 60, Lumumba a utilisé, je crois même des avions soviétiques pour mettre un terme à cette sécession au niveau du Sud Kasaï. Et donc Kasavubu n'a pas apprécié. Ça, ce sont les raisons connues. Mais il y a des raisons cachées. Le directeur de cabinet de Lumumba, Damien Kandolo, va utiliser en fait une lettre que Kwame Nkrumah avait écrite à Lumumba pour lui demander d'être un peu patient, qu'il avait en fait un peu... Il est resté le mentor de Lumumba. Exact. Il demandait à Lumumba d'être un peu patient et qu'il avait la majorité au niveau du Parlement et qu'il pouvait à tout moment faire partir Kasavubu, qui avait été élu aussi par les deux chambres, et devenir président, parce que c'était en fait un peu cette fonction hantait Lumumba. Et donc Kasavubu tombe sur cette correspondance. Donc il se dit, il faudrait que je dévance
l'autre. Donc ça, ce sont des raisons cachées. Mais la raison officielle, c'est le massacre de Bakwanga. Donc Mobutu prend le pouvoir aidé donc par l'entourage pratiquement de Kasavubu. En 65. Et non, mais il va s'appuyer sur les compagnons de la Révolution. On verra qu'il va essayer d'éliminer tous les Kassavoubistes et les abakistes. Il va s'appuyer sur d'autres personnalités. Il quitte le pouvoir, il est élu sénateur à vie. C'est ça? Est-ce qu'il exerce? Oui, d'après la Constitution, il devenait sénateur à vie, mais il avait décidé de se retirer chez lui à Boma. C'est à Boma même que la mort va le trouver le 24 mars 1969. Cette réclusion a été imposée ou c'était tout simplement un choix de Kasavubu? Bon, mais je crois qu'il voulait en fait un peu se retirer de la vie publique parce qu'il avait subi beaucoup de trahison et donc il a lui-même demandé à aller à Boma. Mais lorsqu'il va tomber malade, c'est vrai qu'il n'a pas bénéficié, il n'a pas bénéficié de l'assistance des autorités en place qui l'ont même empêché d'aller à l'étranger se faire soigner. Ah bon, donc aujourd'hui, vous pensez quand même qu'il faudrait réparation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour... Bon, le souhait, c'est que les autorités, en fait, un peu s'investissent lorsque nous commémorons, en fait, un peu cette journée, le 24 mars 69. Il faut dire que déjà, il y avait interdiction pendant l'époque de Mobutu. L'idéal serait que cette journée soit une journée fériée. Hein, comme c'est le cas pour la journée dédiée à Lumumba, comme c'est le cas pour la journée dédiée à Musée Kabila. Nous voulons que l'on reconnaisse le président réclamer également qu'il soit honoré comme héros national. Vous pensez qu'il le mérite? Mais il le mérite. Je crois que je viens de citer en fait un peu quelques éléments qui font de lui le véritable père de l'indépendance parce qu'il a commencé son combat en 1946 hein, et il a eu une forte influence sur les événements politiques qui ont conduit le pays vers l'accession de son indépendance. Change un peu l'histoire puisqu'on parle de Lumumba comme héros national en tant que père de l'indépendance. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je crois que j'ai eu à répondre à cette question. Malheureusement pour le président Kasavubu, il a été succédé par des Lumumbistes. Mobutu a été un Lumumbiste, peut-être que les gens ne le savent pas. Il a été son secrétaire particulier, Mobutu a été son secrétaire d'État rattaché à la présidence hein, lorsque Lumumba forme son premier gouvernement. Musée Kabila a été un Lumumbiste. Je crois que le président actuel est un Lumumbiste aussi. Et donc, c'est tout à fait normal que Kasavubu n'ait pas eu la chance que Lumumba a eue. Votre voix de Kasavubiste semble encore faible, hein, on devrait le dire, c'est vrai. Il y a plusieurs revendications, etc. Mais est-ce que vous pensez que l'esprit de Kasavubu vit vraiment à travers l'OPK, à travers la SODE que vous dirigez, à travers la BACO, etc. Oui, sinon je ne serais pas là, hein, parce que moi je suis né en 1973, hein, bien après la mort du président Kasavubu. Mais si aujourd'hui je me lève pour parler de cet homme, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Hein, il y a de l'espoir. Parce que je n'ai pas vécu cette époque. Vous n'êtes pas réveillé un peu trop tard, à la suite des Lumumbistes? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Chaque année, le parti que je dirige organise des manifestations le 24 mars, bien entendu en collaboration avec l'OPK de maman Marie-Rose, que je salue ici en passant, qui se bat pour que le nom de son père ne disparaisse pas. Et il y en a d'autres jeunes, hein, lorsque vous allez à India numéro 1, qui est devenu le siège de l'OPK, il y a beaucoup de jeunes qui passent par là, qui essaient de se renseigner sur l'homme, et je crois qu'il y a de l'espoir un jour. Certainement que l'on va reconnaître cet homme. Il y a déjà des avancées, hein. Il y a un monument sur la place Kimpwanza. Ce n'est pas un hasard. Hein. Kimpwanza veut dire... La commune de Dendal également. Hein. Kimpwanza veut dire indépendance.
Ce n'est pas par hasard qu'il a été placé là. Et donc, Kasavubu est vraiment le seul et le vrai père de l'indépendance de notre pays. Alors, Jean-Félix Tchobo, on va conclure cette émission. On va faire allusion notamment au testament transmis par l'intermédiaire de Monseigneur Ndoudi, je pense, Raymond, sur son lit de mort, où Kasavubu a demandé aux autorités du pays de veiller à la sauvegarde de l'unité nationale et de préserver l'indépendance nationale. Pensez-vous que c'est le... C'est en fait un peu son souci. D'aucuns ont affirmé que Kasavubu pensait bas Congo, que Kasavubu était un tribaliste. Au contraire, Kasavubu a eu beaucoup de problèmes. Il a quand même demandé la formation des partis politiques sur base de l'appartenance C'est vous ethnique. qui le dites. Kasavubu a eu beaucoup de problèmes au sein de la BACO parce qu'il voyait un peu plus grand. Hein. La preuve, lorsqu'il rédige son testament, il ne pense pas à son bas Congo natal, à son Mayombe, hein, mais il a pensé à l'unité de ce grand pays. Et voilà la preuve que Kasavubu a aussi été un nationaliste à travers ce testament qu'il a laissé. Voilà, Jean-Félix Tchobo, je rappelle, vous êtes président général de la SOD, un parti Kasavubis donc. Quel serait votre dernier mot pour conclure cette émission, ce devoir de mémoire ? Je crois que, comme c'est le cas au sein de notre parti, Kasavubu doit être un modèle. Hein, parce que aujourd'hui, il y en a très peu. Hein. Les hommes politiques vont vers cette activité parce qu'ils pensent à leurs intérêts propres. Alors que la politique devait être un apostolat. On va en politique parce qu'on veut servir, hein, parce que soi-même, l'on a déjà ce qu'il faut. Hein. On ne va pas en politique pour s'acheter sa première maison, je le dis souvent. On ne va pas en politique pour faire ses premiers voyages à l'étranger. On ne va pas en politique pour s'acheter ses premiers souliers. Hein. On doit avoir le minimum avant d'avoir cette prétention de servir. Et je pense que sur ce point, Kasavubu est un modèle parce qu'il est sorti de cet exercice sans rien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire qu'il a fait fortune, qu'il a eu des centaines de villas. Et donc il est mort chez lui en ne se reprochant de rien. Merci beaucoup de votre passage dans cette émission spéciale. Merci pour votre témoignage. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que ce plateau spécial a été initié à l'occasion des 45 ans de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt et bonne soirée chez vous. Eko kwa wale mabeli